Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo de l'accueil de soi et plus précisément des obstacles, des difficultés que l'on va pouvoir rencontrer dans sa vie et qui vont faire qu'on va pas toujours se donner les moyens, cet espace pour s'accueillir soi-même et pour prendre soin de soi. Et il y a ce processus en 4 étapes dont je vous parle quasiment à chaque vidéo et que j'ai expliqué en détail dans l'e-book, hein, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ce processus en 4 étapes qui consiste d'abord à s'accueillir, et c'est 95% du processus. Et puis il y a l'acceptation, il y a le pardon et il y a la gratitude. Et ces 4 étapes vont vraiment permettre de guérir énormément de choses en soi, que ce soit au niveau psychique, que ce soit même au niveau physique, hein, au niveau de sa santé dans son corps. Donc c'est vraiment un processus qui est merveilleux et que dont je vous encourage vraiment à faire l'expérience. Or, il se trouve que c'est pas toujours si évident que ça, et j'ai pu constater pour moi, hein, d'abord, au cours de mon cheminement, et encore aujourd'hui, hein, je peux encore avoir des difficultés parfois à m'accueillir. Et puis je le constate aussi avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en séance individuelle ou en atelier, en stage, etc., qu'il y a un certain nombre de difficultés, d'obstacles que l'on peut rencontrer et qui vont faire que c'est pas toujours si évident que ça. Et j'ai vraiment pu observer, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, que quand il y a un obstacle, quand il y a une difficulté, quand il y a des résistances par rapport à quelque chose, et que j'arrive vraiment à prendre conscience des tenants et des aboutissants de cet obstacle, que j'arrive à voir quels sont les mécanismes, eh bien, j'observe que c'est beaucoup plus facile pour moi en général de lever cet obstacle, de trouver des ressources, de mettre en œuvre des moyens qui vont faire que je vais pouvoir avancer et cheminer et retrouver de l'espace pour prendre soin de moi. Donc voilà, je fais vraiment le vœu que cette vidéo vous aide et vous inspire pour prendre conscience peut-être de certains obstacles qui sont là et qui peut-être ne vous permettent pas de vous accueillir autant et aussi bien et aussi profondément que peut-être vous pourriez le faire, et puis de prendre conscience de ce que vous pourriez mettre en œuvre comme ressources, comme moyens pour vous accueillir davantage et pour mieux prendre soin de vous. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de rappeler ce que c'est que l'accueil de soi. Je sais pas si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, mais peut-être en quelques mots. S'accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, quand je parle de m'accueillir moi-même, ça veut dire que je vais me permettre de ressentir exactement ce qui se passe en moi. Ça veut dire que mon attention va être dirigée vers mes espaces intérieurs, vers mon corps, vers mes sensations physiques, vers mes points d'appui, vers ma respiration, etc. Donc je vais vraiment remettre ma présence et mon attention dans mon corps. Je vais respirer, observer ma respiration, et je vais me permettre de ressentir tout ce qui se passe dans mon corps. Mais je vais également me permettre de ressentir ce qui se passe au niveau émotionnel, hein, sentir quelle est l'atmosphère, quelle est la couleur de cet instant, et je vais me permettre d'observer mes pensées, de les regarder me traverser, de regarder s'il y a des moments de silence, voilà, d'observer ce que ça raconte en fait, hein, ce petit blabla mental là, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit. Et dans cet accueil, il y a vraiment cette idée que je vais juger le moins possible, je vais y toucher le moins possible, c'est-à-dire vraiment je vais être avec ce qui est là. Comme je serais avec un très bon ami à moi, qui serait moi-même, et je suis avec ce très bon ami. Et je l'écoute, et je suis là pour lui, cet ami. Vous voyez? Donc c'est vraiment une démarche de soi à soi qui est vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'ouverture. Et il y a un endroit où je m'embrasse moi-même, c'est vraiment ce mouvement de réconciliation à soi et d'intégration de différentes parties de soi. Hein, l'accueil, il y a vraiment ce mouvement comme ça, d'intégrer et de dire à ces différentes parties, ces différentes sensations, ces différentes pensées, etc. Ok, bienvenue. Bienvenue à la maison. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je veux dire quand je parle d'accueil de soi. Et évidemment que c'est pas si évident que ça, on va parler des obstacles, mais parce qu'on va avoir des jugements, on va avoir des résistances, et il y a plein d'endroits en soi dont, en général, et je l'observe aussi pour moi évidemment, hein, dont je n'ai pas du tout envie d'avoir conscience, que j'ai pas envie d'accueillir, que je juge, dont j'ai pas envie de me voir en train de penser telle ou telle chose, parce que je vais juger que c'est mesquin, que ça se fait pas, que plein de choses. Hein, nous sommes bien d'accord qu'à l'intérieur de soi, il se passe plein de choses qui ne sont pas de l'ordre du politiquement correct, du bisounours, etc. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de parties de moi que peut-être je vais pas avoir du tout envie
ni de percevoir, et si je les ai perçus, que je vais pas du tout avoir envie d'accueillir et de dire « Ah bah bienvenue ». D'accord? Et donc tout l'enjeu, il est là, et toutes les difficultés dont je vais vous parler dans cette vidéo tournent autour de, finalement, de ça. C'est est-ce que je vais me permettre d'aimer ça, y compris quand c'est pas politiquement correct, quand ça va contre ce qui me paraît juste, et quand je suis comme pas d'accord avec moi-même. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'abord de regarder ensemble quelles sont ces différentes expériences auxquelles je peux être confrontée quand je sens que j'ai l'élan de m'accueillir et puis que j'y arrive pas, que je vis différentes expériences qui font que j'ai la sensation de pas y arriver. Donc quelles sont ces différentes expériences qui me donnent la sensation que je n'y arrive pas. Et ensuite de voir dans une deuxième partie quelles peuvent être différentes causes de ces expériences, parce qu'il y a ce que je vis qui me donne la sensation de ne pas y arriver, et il y a la raison pour laquelle je me génère cette expérience de ne pas y arriver et de résister en fait. Comme d'habitude, il ne s'agit absolument pas d'un exposé exhaustif, hein, je n'ai pas la prétention de vous dresser la liste complète de toutes les difficultés à l'accueil de soi et à toutes les manières de lever toutes ces difficultés, hein, c'est juste très humblement voilà, un exposé, des pistes de réflexion, et comme d'habitude, bah, vous verrez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, et si ça peut vous donner des moyens pour lever certains obstacles et traverser certaines difficultés. Une première difficulté, mais qui revient mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'est-ce que j'ai pu aussi me confronter à cette difficulté-là, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non mais regarde ma vie. Je cours du matin au soir, j'ai absolument pas le temps. Là, c'est bien gentil tes histoires de s'accueillir, mais moi, quand est-ce que je m'accueille en fait? J'ai pas le temps. Donc ça, c'est un truc qui est hyper fort, et dans notre monde moderne, c'est vraiment très très présent, cette histoire de manque de temps. Et il y a une deuxième raison que j'ai envie de mettre dans le même sac, parce que je trouve c'est très très proche, c'est le manque d'argent. Ça peut être, bah moi j'aimerais bien apprendre à m'accueillir, apprendre telle ou telle chose, prendre soin de moi, etc. Mais j'ai pas les moyens de me payer un thérapeute, j'ai pas le moyen de me payer une formation, etc., etc. Donc le manque de temps et le manque d'argent, je trouve que ça va ensemble en fait. Et ce que je voudrais vous inviter à regarder, si jamais ça vous parle, parce que moi, mais qu'est-ce que ça m'a parlé ça? C'est vraiment de regarder si, objectivement, parce qu'il y a clairement des moments dans sa vie où on est beaucoup moins disponible que d'autres, hein, ça c'est une réalité, c'est un fait. Et il y a aussi clairement des moments dans sa vie où on est hyper ric-rac, on gère son argent au mieux, et concrètement, c'est clair que c'est compliqué financièrement. Donc ça, je ne le remets absolument pas en cause, hein, il y a des réalités objectives, ça c'est un fait. Après, au-delà de ces réalités objectives, c'est à chacun de regarder de soi à soi, et avec le moins de jugement possible, hein, avec beaucoup de douceur pour soi-même, de regarder, de sentir si vraiment c'est une réalité objective pour soi, ce qui est tout à fait possible, ou s'il n'y a pas quelque part en soi qui utiliserait pas ce manque de temps ou ce manque d'argent comme une excuse, comme un argument peut-être pour esquiver certaines choses, pour ne pas se positionner, pour ne pas aller se confronter à certaines expériences. Est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits en soi qui auraient certaines peurs, etc. Et ça, il n'y a que soi avec soi-même qui peut savoir, vraiment en prenant le temps de regarder. Et en même temps, c'est pas évident parce que je sais tellement à quel point quand on est pris là-dedans, on a justement cette sensation d'impuissance, ces frustrations de se dire oui mais j'ai pas le choix. On a vraiment la sensation de subir très fort ces situations de manque de temps ou de manque d'argent. Et donc c'est assez fort en général. Et on a cette sensation d'impuissance, cette sensation de pas avoir le choix, que c'est plus fort que nous, qu'on n'y peut rien, etc. Et justement, c'est une clé à explorer. Enfin moi ça m'a vraiment aidé, et je vois ça aussi pour d'autres personnes autour de moi, c'est de re-questionner cette histoire de choix. C'est la dernière vidéo que j'avais fait juste avant celle-ci, d'orienter sa vie et ses choix en conscience. Donc comment est-ce que je pose mes choix? Comment est-ce que j'oriente ma vie? Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas été éduqué à être dans la pleine possession de ses moyens, on n'a pas été éduqué en général à être dans sa puissance, dans son pouvoir personnel. C'est pas vraiment comme ça qu'on a été conditionné, on va dire, dans notre éducation en général familiale, scolaire, sociétale, etc.
Il y a vraiment un cheminement qui est possible à faire pour reprendre un espace de choix, d'autonomie aussi, et reprendre sa puissance. Et ça, c'est vraiment un cheminement qui est hyper important. Et donc si cette question de manque de temps, ce manque d'argent, ça vous parle, je vous inviterais vraiment à faire cette démarche. Alors je sais qu'au départ, on n'a pas envie de faire ça, hein, ça nous coûte et c'est pénible, et voilà, on préfère ne pas y aller. Et en même temps, si vraiment ça vous parle, je vous invite vraiment à faire cette démarche de prendre un ordi ou un papier ou un crayon, vous faites comme c'est plus facile pour vous. Et vraiment, si c'est une question de manque de temps, mais posez votre planning noir sur blanc sur un ordi, sur un papier, sur le support que vous voulez, un agenda, et regardez vraiment comment vous utilisez votre temps. Et peut-être que vous allez être surpris de vous rendre compte qu'il y a des plages horaires et qu'il y a des temps que vous pourriez utiliser différemment. Et il ne s'agit pas d'être dans le jugement, de dire qu'on pourrait mieux utiliser, etc. C'est juste à un moment donné de dire, voilà, est-ce que j'ai des plages de temps disponibles à un moment donné et comment je les utilise? Et est-ce que j'ai envie de les utiliser comme ça? Et est-ce que j'ai conscience que ces plages de temps existent, si jamais elles existent? Et après, de poser un choix en conscience. Et c'est vraiment là la clé, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue à utiliser ce temps disponible entre guillemets de cette manière-là, ou est-ce que je choisis de l'utiliser autrement? Et c'est pareil pour l'argent, donc là il s'agit de faire ses comptes pour le coup, et je sais bien à quel point ça peut être désagréable, auquel on peut pas avoir envie de faire ses comptes, mais il y a un moment donné, quand on a envie vraiment de se confronter à une réalité objective, de dire ok, j'ai telle somme d'argent qui rentre chaque mois, ou qui rentre à certains moments de certaines manières, et qu'est-ce que je fais de cet argent et comment je le dépense? Et est-ce que je choisis de continuer à le dépenser de cette manière-là? Et donc là, la question du choix, elle est vraiment, vraiment intéressante. Et en ce qui concerne la question du temps, il y a vraiment une question qui est vraiment une clé que je trouve intéressante à regarder, c'est d'apprendre à discerner, une fois que j'ai posé mon planning, qu'est-ce qui, dans la manière dont j'utilise mon temps et dans la manière dont j'organise les choses dans ma vie, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Parce qu'on va se rendre compte peut-être que on est accaparé toute la journée avec des choses qui sont toutes plus urgentes les unes que les autres et qui étaient à faire pour hier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que peut-être parmi ces choses-là, il y a des choses que je pourrais choisir de ne pas faire, ou de faire plus tard, ou de faire différemment, etc. Donc est-ce que je me laisse prendre comme ça au quotidien par des urgences? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est ça que je choisis? Ou pas? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Une autre difficulté que l'on peut très souvent rencontrer chez des personnes qui au départ n'ont pas forcément l'habitude de s'intérioriser, d'avoir des pratiques de méditation, etc., ça peut être la difficulté de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on va méditer, eh bien, on va s'endormir, ou on va se sentir fatigué, on va pas se sentir très, très léger, très bien en sortant de la pratique, etc. Et donc il y a des personnes qui vont me dire non mais moi à chaque fois que je médite ou que je fais un stop, après je suis crevée de toute façon, donc là ton stop ça me fatigue en gros. Et ça c'est une piste de connaissance de soi qui est hyper importante. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait ces pratiques d'intériorisation quand je remets mon attention vers moi-même, vers mon corps, quand je me pose, quand je respire, etc. Qu'est-ce que je fais? Ben, il y a toute une part de mon excitation mentale, de ma manière habituelle de fonctionner, et beaucoup en général avec le mental, qui va s'apaiser, qui va se poser, et je vais revenir en contact avec la réalité de mes sensations physiques et de mon corps. Donc si mon corps est fatigué, si mon corps est épuisé, en faisant une pratique de méditation comme ça, d'intériorisation ou un stop, je vais revenir en contact avec cet état réel de mon corps. Et peut-être que je vais me rendre compte que je suis crevée, c'est possible. Mais c'est pas la méditation qui va me fatiguer, c'est pas le stop qui va me fatiguer. Ces pratiques vont permettre de me mettre en contact avec ma fatigue réelle. Et donc si ça vous parle, ce genre de choses, bah là du coup vous avez une clé importante pour vous. Vous savez quand est-ce que c'est important pour vous de méditer, surtout si vous avez du mal à vous endormir, mais c'est quand vous vous couchez. À ce moment-là, une pratique de méditation, de respiration, ou un stop,
Ça peut vraiment aider votre endormissement parce que ça veut dire que vous arrivez à le pratiquer d'une manière qui vous met en contact avec votre corps, avec votre fatigue, et ça peut vraiment vous aider à partir dans vos voyages de la nuit de manière plus douce et plus facile. Si jamais quand vous vous couchez le soir, vous êtes beaucoup dans des ruminations, des cogitations, etc., et qu'il y a beaucoup de mental, des pratiques comme ça d'intériorisation, de respiration en conscience, de respiration avec le ventre, et faire juste un stop, ça peut vraiment vous aider à commencer votre nuit de manière plus douce et de faire en sorte que peut-être vous serez davantage rechargé et que vous sentirez un petit peu mieux le matin et réimpulser progressivement comme ça un cercle vertueux de recharge et de régénération pour se sentir un petit peu mieux. Il va y avoir des personnes aussi qui vont parfois me dire ah non mais moi j'arrive pas à mettre mon attention sur ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que j'ai trop mal là au genou, ou j'ai trop mal dans le dos, ou voilà, où c'est des personnes qui vont avoir des sensations comme ça qui vont être douloureuses, qui vont être compliquées, ça peut même être émotionnel, hein, qui savent très bien qu'elles ont des peurs ou qu'elles ont des colères là, qui sont juste là, juste à fleur de peau. Et voilà, il y a cette peur et il y a cette résistance à aller se confronter avec quelque chose qui est pressenti comme violent, comme intense, comme douloureux. Et c'est tout à fait légitime et normal quand on pressent et quand voilà, on a cette intuition là, ce ressenti qu'il y a quelque chose de très intense et de très désagréable qui est juste là. C'est tout à fait logique de se dire non mais moi c'est bon, je suis pas maso, je vais pas aller ressentir ce que je pressens là comme tellement intense et tellement désagréable. Alors, je connais ça très bien. Et en même temps, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que, quand on ressent ça, il y a un moment donné à, à se donner la permission d'y aller à son rythme et avec beaucoup de délicatesse si on sent qu'on a besoin de temps et qu'on a besoin de délicatesse. Et là, c'est chacun qui va être différent, chacun va avoir sa propre personnalité. Il y a des personnes qui vont résister, puis qui vont y aller d'un coup quand elles sentent que c'est le moment, et là elles plongent, et là elles y vont, et elles vont pouvoir se confronter à cette intensité, et elles vont se sentir en mesure de voilà d'accueillir et de pouvoir gérer cette intensité. Et puis il y a des personnes, mais surtout quand on n'a pas l'habitude hein, au départ, qui vont être terrifiées par cette intensité. Hein. Et dans si c'est ça qu'on le ressent, vraiment ce que je pourrais conseiller, c'est de prendre son temps. Hein, vraiment de prendre le temps d'apprivoiser ces parts en soi qui sont terrifiées et qui ont peur de ces intensités, qui ont peur des sensations, qui ont peur de cette souffrance, de cette douleur, etc. Et de prendre le temps dont on a besoin, hein, comme quand on rentre dans un bain d'eau glacée, hein, on sent qu'on a envie de se baigner, mais l'eau elle est un petit peu froide quand même. Et ben on peut prendre le temps tranquillement de mettre un orteil, et puis un deuxième, et puis de se détendre hein, à chaque orteil, à chaque fois qu'on va prendre un petit peu plus d'eau et qu'on va rentrer un peu plus dans l'eau, bah, on va prendre le temps d'y aller tranquillement et de respirer et de vraiment prendre son temps. Hein, il y a des personnes qui vont y aller en courant et qui vont se jeter dans l'eau glacée, et puis il y a des personnes qui vont y aller différemment. Et là, il n'y a pas à juger, il y a juste à ressentir, ici et maintenant, quel est mon propre rythme, et à respecter ce rythme-là, et de pas se brusquer, de vraiment y aller en douceur. Ça, c'est vraiment une peur et des difficultés qui vont se lever avec l'expérience. Parce que plus je vais faire l'expérience des bénéfices que ça m'apporte quand vraiment je me donne tout cet espace pour m'accueillir et pour respirer, ressentir ce qui est là, et que je me donne les moyens d'aimer ce qui est là, de rencontrer intimement et profondément ce qui est là, et quand je vois les libérations que ça m'apporte, et quand je vois que je me sens après en mesure de, bah oui, d'accepter ce qui est là, d'accepter ce que je ressens, d'accepter ce qui s'est passé, et que je trouve de l'espace pour pardonner et même de ressentir de la gratitude pour toutes ces épreuves que j'ai traversées, et que je vis pleinement tout ce processus-là, une fois, deux fois, trois fois, ben je prends de l'expérience, et après je sais que même si l'eau elle est glacée, ça va être tellement bon que je trouve les ressources pour y aller. Mais ça s'apprend. C'est vraiment un processus d'apprentissage, et au départ, quand on ne sait pas, ben on a besoin d'y aller à son rythme. Et puis ensuite, il y a toutes ces difficultés de l'ordre ah bah moi je sens rien. Moi je veux bien m'accueillir, mais il se passe rien, je sens rien. Voilà, cette sensation que bah il se passe rien. Ou cette sensation aussi que bah ouais, mais moi je m'ennuie en fait. Hein, c'est morne pleine, il se passe rien. Donc moi je suis là, je veux bien, mais so what? Ça, souvent, c'est des personnes qui vont pas forcément se donner du temps déjà
rester plus que quelques secondes en présence d'elles-mêmes, elles vont très vite décréter que bon bah voilà, j'ai essayé quelques secondes et il se passe rien, donc voilà. Donc il y a peut-être besoin de se donner un peu plus de temps. Et puis souvent ça va être des personnes qui vont être tellement identifiées à leur mental, et ça je sais ce que c'est très bien, pour avoir un mental moi-même assez puissant, rapide, etc. Et qui prend beaucoup de place. Et quand on est comme ça très très identifié à son mental, quand le mental n'a plus rien à manger, bah, il s'ennuie ferme. Et quand on est très très identifié à son mental et un mental qui n'a plus rien à manger et qui s'ennuie, eh ben ça peut être pénible et ça peut être douloureux. Alors on va chercher des stratégies pour contourner ça et pour s'occuper, pour se donner à manger. D'accord, on va partir dans tout un tas de pensées et tout parce que le mental, il est sans arrêt en train de chercher quelque chose à manger, quelque chose à faire, quelque chose à préparer, parce qu'il y a toutes ces croyances que bah, on perd son temps, que il faut être utile, il faut que ça serve à quelque chose, etc. Donc ça peut être très facile comme ça d'être dans ces sensations de bah ouais, bah, il se passe rien, bah ouais, bah, je m'ennuie, et puis ouais, puis ça sert à rien, et puis tout ça. Et toutes ces pensées-là, si on est identifié à ça, et on se laisse embarquer par ça, eh ben on va très vite passer à autre chose, se lever, et puis aller faire autre chose. Ou alors, si on est vraiment fatigué, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avec cette sensation d'ennui et qu'il se passe rien, si on est fatigué, ben on va s'endormir. On va partir aussi des fois dans des rêveries, hein, avoir cette sensation qu'on est un petit peu en train de flotter quelque part, dans ses rêves, dans d'autres dimensions, etc. Donc ça, c'est aussi une autre manière de s'échapper, soit quand on n'a pas envie de rencontrer certaines choses, soit quand on a la sensation que bah, ça sert à rien, qu'on s'ennuie, qu'il se passe rien d'intéressant, et que bah, on se demande un petit peu ce qu'on fait là. On peut comme ça s'échapper et puis même carrément s'endormir. Ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant, c'est que ces différentes difficultés dont je viens de vous parler peuvent avoir une, et bien souvent plusieurs causes qui vont les générer, qui vont faire qu'on va vivre ces expériences d'avoir la sensation de ne pas réussir à s'accueillir. Alors déjà, le premier élément, la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est vraiment de vous donner cet espace de sentir, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous accueillir, c'est est-ce que vraiment là, vous avez de l'élan pour ça? Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est le bon contexte? Est-ce que vous vous sentez disponible pour ça? Parce que ça sert à rien de forcer si c'est juste pas le bon contexte ou pas le bon moment, etc. Alors quand on est dans une dynamique d'esquive, ce sera jamais le bon moment, d'accord? Donc effectivement, il y a un équilibre à trouver entre, ok, est-ce que vraiment je sens en moi que c'est important pour moi? Est-ce que je sens que j'ai de l'élan pour ça? Et est-ce que je choisis du coup, et on retombe encore sur la notion de choix, est-ce que je choisis donc ici et maintenant, ou peut-être à un autre moment si c'est pas le bon moment, mais est-ce que je choisis de m'occuper de moi et de m'accueillir, et est-ce que j'en fais une priorité dans ma vie? Ou pas? Et il n'y a aucune obligation. C'est juste qu'à un moment donné, est-ce que j'ai posé ce choix et est-ce que je sens que c'est quelque chose qui est important pour moi? Alors quelles sont les causes possibles de toutes ces difficultés à s'accueillir? Il y a un ensemble de causes que j'ai regroupées sous la thématique du manque de conscience ou de manque de connaissance, de l'ignorance des mécanismes, etc. Déjà, si une personne est vraiment très très identifiée à son mental, et vraiment qu'elle a cette croyance forte, souvent dans un paradigme matérialiste, qu'elle est cette entité en elle qui parle, qui blablate, qui pense, et qu'elle est très fortement identifiée à ça, et qu'elle n'a pas du tout jamais senti cet espace de silence en soi et cet espace de conscience, bah, c'est clair que ça va être plus compliqué de s'accueillir, puisque s'accueillir, on le fait à partir de cet espace de conscience. Donc ça déjà, c'est une première cause, c'est où j'en suis de mon identification à mes pensées et à mon mental. Est-ce que je suis encore complètement scotché à cette partie en moi qui parle? Ou est-ce que j'ai des petites ouvertures de conscience que je peux utiliser pour m'accueillir? Et est-ce que je sens que je suis aussi dans ces silences? Est-ce que je me sens exister dans les silences qu'il y a entre mes pensées? Donc ça, c'est une première cause à ces difficultés à s'accueillir, c'est vraiment ce fait d'être tellement scotché à son mental que dès que le mental n'a plus rien à faire, n'a plus de rôle, est désœuvré, etc., il décide qu'il s'ennuie, il décide que ça n'a pas d'intérêt et il va aller faire autre chose. Et ça, c'est vraiment une cause de difficulté que je trouve majeure. Alors ensuite, il y a aussi l'ignorance
de ne pas savoir que ce processus d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude existe et qu'il est efficace et qu'il est précieux et qui peut permettre de, voilà, de libérer tout un tas de choses qui vont vraiment transformer sa vie. Donc si on n'a pas conscience de ça, si on ignore cette information-là, si on n'a pas connaissance de ça, c'est sûr qu'on va être moins motivé pour aller traverser tous ces obstacles et ces difficultés à s'accueillir. Donc ça, c'est aussi un manque de connaissance, de ne pas connaître ce processus-là, et quand on n'en a jamais fait l'expérience, c'est sûr que c'est moins facile. Il y a aussi la confusion entre le fait de s'accueillir et d'accueillir des parts de soi qui peuvent être souffrantes, douloureuses, etc. Et le fait de confondre ça avec le fait de cautionner ces expériences du passé qui ont été douloureuses. Quand on s'accueille soi-même, quand j'accueille en moi des parties qui ont souffert, qui sont douloureuses, etc., ça ne veut pas dire que je suis d'accord et que je cautionne ce qui s'est passé et qui m'a fait mal. D'accord? Ça ne veut pas dire que j'excuse toutes les choses qui m'ont fait souffrir. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Donc, je m'accueille, je me permets de ressentir, je vais accepter que oui, je ressens bien ça et qu'il s'est bien passé telle ou telle chose, mais ça veut pas dire que je suis en accord avec ça et que c'est respectueux et que c'est ok, et ça veut pas dire que je le cautionne et que je le valide, pas du tout. D'accord? C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Une autre cause qui peut faire que je vais peut-être pas aller m'accueillir et qui va être une difficulté à m'accueillir, c'est de nourrir la croyance que je suis la victime de quelqu'un, d'une situation, etc. Que voilà, il y a les méchants et moi je suis du côté des gentils. Et ça, je peux le vivre aussi en me positionnant en sauveur, c'est-à-dire il y a les méchants, il y a les gentilles victimes et moi je vais aller aider les gentilles victimes. Ben, si je reste dans une vision des choses qui est celle-ci, comme justement il y a les méchants et il y a les gentils, et mais moi je me mets du côté des gentils, ça va pas m'inciter à aller m'accueillir et à aller faire ce processus de libération, de transformation qui contient le pardon et la gratitude par rapport à l'expérience qui a été souffrante, etc. Et donc, si je reste dans cette vision, bah oui, non, mais ça c'est de leur faute, et que j'ai ce doigt là de l'accusation, bah dire ouais, c'est de leur faute là, si j'ai vécu quelque chose, bah, tant que c'est de la faute de l'extérieur et que je suis dans l'accusation de l'extérieur, alors dans mon expérience en tout cas, et chacun ressentira pour lui ou pour elle comme on sait, mais dans mon expérience, je m'empêche de guérir. Et donc je vais pas aller m'accueillir puisque je pense que c'est de la faute de l'autre, donc bah là, moi, j'ai rien à faire, c'est pas de ma faute. Ça, je sais que c'est un sujet qui peut activer et stimuler un certain nombre de personnes qui souvent ont vécu justement un certain nombre de traumatismes, et je sais combien c'est compliqué de guérir certains traumatismes, et ça vaudrait le coup de faire une vidéo spécifique sur ce sujet-là parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Là, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, donc je vais pas approfondir. En tout cas, dans ma réalité, cette vision des choses, d'accusation, de victimisation, etc., ça peut clairement être un obstacle à l'accueil de soi et à vivre ce processus pour se libérer et pour guérir. Il y a une autre cause que j'ai déjà entendue chez plusieurs personnes, qui est, à mon sens, hein, moi dans ma réalité, mais vous me direz vous comment ça vous parle si jamais c'est quelque chose qui résonne pour vous, c'est des personnes qui vont me dire ah oui mais non parce que si je vais aller m'accueillir et mettre mon attention vers toutes ces mauvaises énergies, vers ces sensations douloureuses, vers ces mauvaises émotions, vers ces pensées négatives que j'ai sur moi ou que j'ai sur d'autres personnes, etc., bah, je mets mon attention là-dessus, et donc comme l'énergie suit l'attention, l'énergie suit la pensée, bah, je vais le nourrir et je vais l'ancrer en moi. Et il y a vraiment des personnes hein, qui pensent que comme la pensée est créatrice et que l'énergie suit l'attention et la pensée, elles vont ancrer en elles ces mauvaises, ce qu'elles jugent, elles, être des mauvaises choses, puisque quand on dit mauvais, c'est qu'on a des jugements sur ces choses-là. Ça, pour moi, c'est vraiment une mauvaise, dans ma réalité, hein, c'est vraiment une mauvaise compréhension, déjà, un, de ce que c'est que la pensée créatrice, et deux, bah, une méconnaissance ou une non-connaissance, comme je disais tout à l'heure, de ce processus de libération. Parce que, concrètement, ces expériences du passé qui ont été douloureuses, je m'en souviens, elles sont là, sauf si je me suis dissociée, mais de toute façon, même si je me suis dissociée et que je l'ai mis en déni et que je m'en rappelle plus, de toute façon, c'est là. Ça aussi, je sais de quoi je parle. Donc de toute façon, ces expériences, elles sont là, dans ma mémoire, consciemment ou inconsciemment,
Et les émotions, elles sont engrammées dans mon corps, dans mes structures énergétiques, donc ça veut dire qu'elles sont agissantes. Tant que je ne les ai pas libérées, elles agissent dans mon corps, dans mes structures énergétiques, que j'en ai conscience ou non. Et il y a toutes ces croyances que j'ai renforcées ou que j'ai ancrées à partir de ces expériences, de ces charges émotionnelles et de la manière dont je l'ai vécu. Donc de toute manière, que je mette mon attention ou pas vers ça, de toute manière c'est là, et de toute manière ça m'agit. Donc qu'est-ce que ça m'agit M apostrophe hein. Donc qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis à un moment donné de mettre mon attention vers tout ça, d'accueillir pour permettre à ces charges d'être libérées et de circuler et de pouvoir guérir tout ça? Et là du coup je vais vraiment être libérée de ça une bonne fois pour toutes, et qu'est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que je choisis cette possibilité de transformer mes croyances et d'arrêter de les juger pour justement les transformer, de faire en sorte que je puisse pardonner et que je puisse recevoir tous les cadeaux et toutes les ressources en lien avec ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est ça que j'ai choisi? Moi, c'est ça que je propose. Ou est-ce que je reste dans ces croyances qui sont pour moi des manques de conscience ou des manques des mauvaises compréhensions, mais ça c'est dans ma réalité, qui font que je vais rester comme coincée avec ces énergies, coincée avec ces mémoires, avec ces croyances en lien avec ces mémoires-là, et que du coup, effectivement, je vais rester conditionnée par ça, et que je vais continuer à créer ces jugements, à créer ces pensées sur ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est bien ça que je pense. Mais c'est pas parce que je ne veux pas le voir, que je veux pas mettre mon attention dessus, que je ne le pense pas, c'est bien ça que je pense. D'accord? Donc pour moi, le choix, il est clair. Dès que j'ai les moyens et dès que je peux, je vais aller accueillir ces émotions inconfortables, ces pensées entre guillemets négatives, ces jugements et toutes ces accusations et toutes ces choses-là pour aller faire le boulot justement de le pardonner, de le libérer, de le remettre en circulation, et pour que justement ça ne m'agisse plus et que j'arrête à créer à partir de ça. Vous voyez la différence? Donc ça m'intéresserait, si ce genre de réflexion, si ça vous parle, que vous puissiez me dire par exemple dans les commentaires comment vous voyez les choses, et si ça peut être une cause de difficulté à vous accueillir et à vivre ce processus. Au-delà de toutes ces incompréhensions, parfois ces manques de conscience, ces manques d'informations, ces manques de connaissances sur ce processus et sur ce qu'il permet voilà, de réaliser en soi, il y a un autre aspect de cause à ces difficultés à s'accueillir soi-même, qui sont en lien avec mon rapport à mon corps. J'ai déjà dit tout à l'heure que parfois on sent qu'il y a des endroits dans le corps qui font mal, effectivement. On sent qu'il y a des émotions qui vont être présentes dans différents endroits de son corps, dans son ventre, dans sa gorge, voilà, dans ses mâchoires, dans plein d'endroits de son corps. Et effectivement, ça peut être compliqué de se dire que je vais me relier à quelque chose qui est douloureux si j'ai pas déjà vécu plusieurs fois ce processus, de voir que ça m'apporte, que ça me libère, que ça me fait du bien et qu'après je me sens beaucoup mieux. Donc ça, c'est déjà une première difficulté dans son rapport à son corps, de dépasser cette peur par rapport à la souffrance. Après, il y a un autre aspect dans le rapport au corps qui est comment est-ce que j'ai construit ce rapport au corps? Comment est-ce que je l'envisage, mon corps? Déjà, est-ce que je suis plus ou moins identifiée à ce corps? Et puis, au moment de mon éducation familiale, dans les 7 premières années de ma vie, et puis également après, hein, et puis à l'école, et puis dans la société, etc., quelle image j'ai de mon corps? Est-ce que je l'aime, ce corps? Est-ce qu'il y a des endroits de mon corps que je n'aime pas? Est-ce qu'il y a des endroits de mon corps qui sont comme tabous, sur lesquels j'ai des complexes, que je rejette, sur lesquels je ne veux absolument pas mettre mon attention, parce que voilà, je n'aime pas du tout ces parties de mon corps? Et puis en fonction donc de ce que j'ai reçu comme programmation, comme conditionnement à la maison, est-ce qu'il y a des endroits de mon corps qui sont sales, sur lesquels il faut absolument pas diriger son attention? Est-ce qu'il y a des endroits de mon corps qu'il faut cacher? Et puis est-ce que je crois que je suis le fruit de la rencontre du corps de mes parents? Est-ce que ça je l'envisage comme quelque chose de tabou, de sale, d'impur, etc. hein. Il y a les rapports à la religion et à tout un tas de choses. Donc en fonction de l'image que j'ai du corps en général et différentes parties de mon corps, et de la manière dont ça s'insère dans ma culture religieuse, familiale, sociale, etc., bah oui, ça va être plus ou moins facile d'y avoir accès à ce corps, d'avoir accès aux sensations, et d'aller ressentir différentes zones dans mon corps. Donc ça, c'est quand même une difficulté qui est pas négligeable, et ça va être très très individuel, et ça va être à chacun
d'aller observer et ressentir si effectivement, globalement déjà, est-ce que je me sens comme la partenaire, l'amie de mon corps? Est-ce que j'aime ce corps? Est-ce que vraiment j'ai de l'amour pour ce corps ou pas? Et puis que je le trouve beau ou moche, hein, ça c'est vraiment différent. On peut avoir beaucoup d'amour pour son corps sans forcément trouver qu'il est super beau, etc. C'est vraiment deux choses différentes parce que souvent on assimile aussi le corps à ces notions d'esthétique, de beauté. Alors si je trouve que c'est moche, alors je l'aime pas, et si je trouve que c'est beau, alors je l'aime, etc. Mais est-ce que je suis capable, au-delà de tout critère esthétique, juste de mettre de l'amour et de la gratitude à ce corps, juste parce qu'il est là, juste parce qu'il existe, juste parce qu'il est vivant, parce que c'est une partie de mon expérience là sur cette terre, et qui me permet de vivre tout un tas de choses, et que j'ai de la gratitude pour ça, et que je vais en prendre soin le plus longtemps possible, et le mieux possible, et pour que ce soit le plus confortable possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper riche à aussi aller questionner et observer en soi. Et en lien avec le rapport au corps, et à l'incarnation, et avec la matière, et avec la densité, il y a ce qu'on appelle aussi le déni d'incarnation. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce déni d'incarnation, c'est le fait d'en avoir, qu'on en ait conscience ou pas. Souvent, c'est très inconscient chez beaucoup de personnes, mais après, on peut aussi en avoir conscience. Ça consiste, ce déni d'incarnation, à ne pas avoir envie d'être incarné dans ce corps, et ne pas avoir complètement la sensation d'avoir été d'accord avec le fait d'être incarné là, ici et maintenant, dans ce corps et dans cette vie. Et donc on peut avoir des endroits en soi, qu'on en ait conscience ou pas, qui disent non mais moi je voulais pas être là. Non mais moi je voulais pas venir sur cette terre. Moi j'ai pas choisi cette famille. Moi j'ai pas envie d'être dans ce corps, j'ai pas envie de me confronter à cette densité, j'ai pas envie de ressentir ces sensations-là. Moi de toute façon je suis pas un être humain, j'ai rien à voir avec eux. Et tout un tas de pensées comme ça, et de croyances, conscientes ou complètement inconscientes, qui vont être comme des barrières, et qui vont faire qu'on va pas vraiment avoir cette sensation de remplir complètement son corps, qu'on est comme à côté de son corps ou au-dessus de son corps, enfin bref, on est décalé à un endroit ou à un autre, et ça peut changer, et ou comme en arrière, etc. Et en fait, c'est aussi une démarche qu'on peut faire en conscience à un moment donné, si ça nous parle, de dire ok, est-ce que maintenant là je choisis d'être pleinement incarné dans ce corps-là? Est-ce que maintenant je choisis que maintenant de toute façon je suis là? Ok, donc je suis là. Donc est-ce que maintenant je peux prendre pleinement possession de ce corps, l'habiter pleinement, et puis le chérir, en prendre soin, le bichonner au mieux, que je trouve beau ou pas, peu importe, et vraiment petit à petit l'investir et l'habiter de plus en plus. Et ça, c'est aussi une possibilité. Parce qu'on a tout un tas de croyances et de choses que l'on rejette par rapport à l'humain, par rapport à plein de choses que l'on a vécues et que l'on observe dans le collectif ou dans sa famille et dans plein de choses. Et ça peut être vraiment, je sais, pour beaucoup de personnes, douloureux à un moment donné de dire ok, je suis un être humain. Bah oui, je suis un être humain, j'ai ce corps, il fait partie de mon expérience. Est-ce que je choisis ici et maintenant de faire la paix avec cette expérience, avec cette incarnation, et d'en tirer le meilleur parti possible, et de la vivre avec le plus de conscience, d'amour et de bienveillance possible, d'abord pour moi. Est-ce que c'est possible ça? Voilà, donc ça, je vous laisse regarder pour vous si ça vous parle, hein, cette histoire de déni d'incarnation, parce que c'est aussi un champ d'introspection bien bien riche. Un autre aspect encore des causes qui peuvent générer des difficultés à s'accueillir soi-même, c'est tout ce qui est en lien avec nos croyances sur nos émotions. Je sais que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas trop appris au cours de notre enfance à vivre ces émotions, à nous laisser traverser par ces vagues émotionnelles qui peuvent être, selon nos personnalités et tout un tas de choses, plus ou moins intenses. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez répandu d'avoir peur de ces vagues émotionnelles, hein. Quand je parle de vagues, c'est vraiment à dessein, parce qu'on a vraiment souvent cette intensité, quand on sent là cette intensité qui est en train de monter, on se dit oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, on a la sensation qu'on va être comme englouti, on va être submergé et on va pas s'en sortir, on peut vraiment même jusqu'à avoir peur de mourir, voilà, de se noyer, et on va pas y arriver, et c'est plus grand que soi, et ça peut être vraiment très très effrayant en fait pour pas mal de personnes, les émotions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller observer en vous aussi, c'est comment vous vous positionnez, comment vous vous sentez par rapport à vos émotions.
Est-ce que c'est OK pour vous de, voilà, sentir ces intensités, s'il y en a, hein, qui passent, qui vous traversent? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec ça? Ou est-ce qu'il y a un endroit en vous qui vous dit: «Non, non, mais je vais pas y arriver, c'est trop grand, voilà, comme un endroit qui se sent tellement petit, tellement vulnérable et tellement, pas sûr quoi et pas ancré en fait, par rapport à ses émotions que ça va être juste trop compliqué et insurmontable et on va pas y arriver et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très répandu, d'avoir peur de ses émotions et c'est quelque chose, bah, pareil, qui s'apprend un peu comme je disais par rapport aux sensations inconfortables, aux souffrances, aux douleurs physiques, et cetera. C'est quelque chose qui peut s'apprendre petit à petit. Si on a un caractère un peu plus, réservé et un peu plus prudent, on peut apprendre progressivement, petit à petit, à prendre un petit bout et encore un petit bout et puis à se sentir en sécurité avec des intensités croissantes et voilà, de plus en plus grandes et se dire: «Ah OK, bon, bah, c'est bon, je suis toujours vivante, ça va, j'ai pas perdu un morceau». À travers cette colère ou cette peur ou cette tristesse et ça va, je vais prendre confiance dans le fait que je peux me laisser traverser par des émotions de plus en plus intenses et que c'est OK et que je suis toujours vivante et que, en fait, ça va mieux après, en fait. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Un autre aspect de ces peurs par rapport à ces émotions, c'est la peur de perdre le contrôle et donc ça peut être la peur de dire: «Oui, mais si là, je déverrouille et je me laisse aller», on a peur de ce qui va se passer. Surtout quand c'est des émotions en lien avec des choses que d'autres personnes ont faites et cetera. On a comme peur de devenir violent, de faire du mal à quelqu'un, de frapper quelqu'un, d'être, grossier. Bon ça encore, ça dépend de votre éducation. Mais voilà, on a peur de devenir, quelqu'un de très méchant et de perdre le contrôle. Et ça aussi, c'est une peur qui est très, très répandue, c'est quand je vais lâcher le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir capable de faire? Est-ce que je vais devenir, une mauvaise personne? Est-ce que je vais découvrir qu'en fait, quand je contrôle plus rien, je suis une mauvaise personne? Et de quoi je vais devenir capable? Et est-ce que je vais être toxique? Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais faite sur les pollutions émotionnelles, hein, est-ce que vraiment les émotions sont polluantes et sont toxiques? Eh bien, on peut avoir comme ça tout un tas de croyances sur les émotions qui font qu'on va pas s'autoriser à les ressentir pleinement et qu'on va pas s'autoriser à lâcher le contrôle. Et donc ça, pareil, c'est quelque chose qui va s'apprivoiser tout doucement, tranquillement, si on a une personnalité comme ça un peu prudente, pour voir si progressivement, quand je lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Et prendre de la sécurité avec ça. Et puis en lien avec les émotions, il y a toutes les interdictions. Il y a est-ce que j'ai appris dans mon enfance que j'avais le droit de me permettre de ressentir de la colère, de l'exprimer? Est-ce que j'ai le droit de ressentir et d'exprimer de la tristesse, de la frustration, des peurs? Est-ce que ça se fait de ressentir ma peur, de montrer que j'ai peur, d'exprimer que j'ai peur, ou est-ce que tout de suite je me fais humilier, on se moque de moi, etc. Donc là, il y a tout un rapport à la dignité aussi. Est-ce que je sens que je peux vivre ma vulnérabilité émotionnelle en gardant ma dignité? Comment est-ce que je place ma dignité? Hein, il y a cette notion de dignité, d'honneur, etc. Je dois montrer que je fais bonne figure, que je suis quelqu'un d'honorable, etc. Donc si je montre que je suis triste, est-ce que je reste quelqu'un de digne et d'honorable ou pas? Hein, et là, ça questionne nos croyances et nos conditionnements et notre éducation, etc. Et ça concerne vraiment pas que les hommes, hein, parce que je sais que c'est plus fréquent chez les hommes, puisqu'il y a ces croyances que les hommes n'ont pas le droit de pleurer, ils doivent être forts, etc. Mais ça concerne pas que les hommes, hein, pas du tout. Donc chez les femmes aussi, c'est intéressant d'aller regarder ces histoires d'honneur, de dignité, de comment je place mon masque social et comment je m'autorise à vivre ma vulnérabilité devant l'autre, à exprimer les choses, etc. Et dans l'expression des émotions, il y a aussi cette croyance que si j'exprime ma colère, forcément, je vais le faire d'une manière qui va être agressive, qui va être violente pour l'autre, et donc ça va faire de moi une mauvaise personne. Et donc il y a aussi cet apprentissage, cette intelligence émotionnelle qui s'apprend, qui est d'apprendre que je peux ressentir de la colère, et je peux exprimer des choses sans forcément être agressive, c'est-à-dire que je peux apprendre à vivre ma colère, à comprendre ce qu'elle m'enseigne, à recevoir les cadeaux de ce qu'elle me montre, de qui je suis, de mes valeurs, de mes limites, mes besoins, etc. Et après, je peux m'exprimer en utilisant ce que cette colère m'a appris. Et ça fait pas de moi quelqu'un de violent, de mauvais, de toxique ou quoi que ce soit. Cette colère, elle a vraiment une raison d'être et elle m'enseigne quelque chose de précieux. Et donc, à regarder aussi ces croyances de
Si je me permets d'accueillir ma colère, je vais être une mauvaise personne et je vais aller agresser les autres, etc. Ça rejoint les peurs dont j'ai parlé tout à l'heure sur la perte de contrôle. Encore un autre aspect de ces causes qui peuvent générer des difficultés à s'accueillir soi-même, c'est toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir sur soi. En fonction de comment on a vécu certaines expériences qui sont des expériences fondatrices, vraiment souvent au tout début de notre enfance, on va ancrer des croyances qui vont être des fondements de notre structure psychique, et souvent qui vont être des croyances limitantes, et on va sans arrêt renourrir et revalider ces croyances-là à travers tout un tas d'expériences que l'on va faire. Alors qu'est-ce que c'est que ces croyances? Typiquement, ça va être des croyances par exemple d'impuissance. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc on va vivre au tout début de sa vie un certain nombre d'expériences, et effectivement quand on est un bébé, il y a plein de choses que l'on ne peut pas faire, on ne maîtrise pas son corps, etc. Donc ça va être très facile au tout début de sa vie de créer cette croyance fondatrice de je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de, cette impuissance. Et après, il va y avoir tout un tas de croyances et d'expériences qui vont se construire à partir de là. Et on va sans arrêt rejouer en boucle je ne peux pas, cette impuissance, etc. Donc je n'ai pas le temps, donc je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, et ça peut se déployer comme ça de plein de manières différentes. Donc ça, ce sont des croyances qui peuvent se libérer, qui peuvent se transformer. Après, il y a aussi toutes les croyances de l'ordre du je n'ai pas de valeur, je ne vaux rien. Donc si je n'ai pas valeur, je ne vaux rien, bah, je vais le valider de plein de manières différentes, et donc si je ne vaux rien, si je n'ai pas de valeur, bah, qu'est-ce que je vais aller m'accueillir moi-même si je vaux rien? Ça vaut pas le coup puisque je vaux rien. Donc je ne peux pas m'accueillir, je suis impuissante, ou alors bah il y a rien à accueillir, je vaux rien, de toute façon je suis nulle, puis de toute façon voilà, j'y arriverai pas, et puis voilà, donc toutes ces croyances limitantes là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme croyances comme ça? Il y a les croyances par rapport à la légitimité. La légitimité, c'est j'ai pas le droit. C'est les interdictions, un peu de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc j'ai pas le droit. Donc ça peut aussi générer un j'ai pas le temps, hein, ces croyances-là. Bah non, mais j'ai pas le droit, je suis pas légitime. D'accord? Donc ça, c'est aussi des choses qui s'ancrent dans la petite enfance. Après, il y a tout ce qui tourne aussi autour de la culpabilité. Hein, si je me suis sentie coupable à un certain moment donné de différentes choses dans ma vie, ben cette culpabilité va faire que je vais pas m'autoriser à aller m'accueillir parce que je suis coupable. Donc si je suis coupable, je le mérite pas. Et parfois cette culpabilité va être masquée par de l'impuissance. C'est-à-dire que en premier lieu, quand je regarde, je me sens impuissante. Et quand je creuse et que j'introspecte d'où vient cette impuissance, en dessous, il y a la culpabilité. Et donc je me suis rendue impuissante pour ne... Parce que comme je sais où je me sens coupable, bah, que je veux pas me faire du mal, je veux pas faire du mal aux autres, et je veux pas reproduire des péchés ou des mauvaises choses du passé, eh bien je vais me rendre impuissante. Donc vous voyez, il y a comme ça plusieurs couches de croyances, d'incapacité, de manque de valeur, de culpabilité, d'illégitimité. Il y a aussi tous ceux qui sont pas complètement sûrs d'exister. Ça m'a parlé aussi un bon paquet de temps. C'est en fait, je crois que je n'existe pas. Si à un moment donné j'ai vécu des expériences en lien avec mes parents et différentes choses qui font que j'ai la sensation de ne pas être connue et que je suis pas sûre d'être là en fait. Si je suis pas sûre d'être là, ben, qu'est-ce que je vais aller m'accueillir? Il y a rien, je suis pas sûre d'être là. Donc je vais pas me donner l'espace et les moyens d'aller m'accueillir si je suis même pas sûre à un endroit de moi-même d'exister. Et ça, souvent, c'est des croyances qui sont inconscientes. Et c'est en faisant ce chemin de conscience de soi, d'aller regarder un petit peu les émotions qui sont là, et quelles sont les croyances qui sont liées à ces émotions, et à différentes expériences du passé qui sont marquantes pour soi, de se dire, ah ouais, mais en fait, là, il y a un endroit où je suis pas sûre d'exister, en fait. Et ça peut générer justement ces quêtes de reconnaissance, de validation, parce qu'on est sans arrêt en train de chercher dans le regard de l'autre, hey, je suis là, tu me vois, coucou, c'est bon, ça va ce que je fais, etc. Donc ça, c'est typiquement ce genre de choses. Voilà, donc on peut avoir comme ça différentes croyances fondamentales, limitantes et qui sont des sabotages en fait, mais qui sont bien ancrées dans notre structure psychique. Et ça aussi, il y a tout un cheminement possible pour aller déjà en prendre conscience, que ce soit pas juste du blabla mental, hein, c'est vraiment en prendre conscience dans ses tripes et dans sa réalité psychique, émotionnelle et dans son corps, etc. Et aller faire ce travail de libération des charges, toujours la même chose, hein, des charges émotionnelles, etc., pour aller libérer et remettre de la conscience et de l'amour et de l'accueil. Oui, oui, je suis bien là, je me sens exister là dans mon corps, donc je suis là.
je sens mon innocence, je sens que je suis en mesure de, hein, je suis capable. Et puis, je sens, voilà, que qui je suis, je donne la valeur à qui je suis, je me donne la légitimité de faire ce que j'ai à faire et tout ça, ça vient de mon intériorité et de la confiance en moi et plus de l'extérieur. Et tout ça, ça se construit, en fait. Donc voilà des causes encore de difficultés à s'accueillir soi-même et qu'il est possible de lever. Vous voyez, ça en fait quand même, hein, des difficultés, des obstacles et des résistances possibles à l'accueil de soi et on peut tout à fait comprendre à partir de là que c'est clairement pas un chemin, qui est si facile. C'est simple à comprendre, le processus, il est simple à comprendre, hein, intellectuellement, là, c'est tout simple. Mais après effectivement, ça demande, de l'espace, de la disponibilité, ça demande de l'engagement pour soi-même, ça demande vraiment de se donner les moyens d'aller se rencontrer. Et c'est pas si simple. Et c'est pas pour tout le monde. Tout le monde va pas se sentir appelé, va pas sentir cet élan, hein. Quand je vous disais au tout début, qu'est-ce que vous voulez et est-ce que vous sentez vraiment que c'est le moment pour vous et que vous avez de l'élan pour ça? Je pense que c'est vraiment la question fondamentale à se poser. Est-ce que ici et maintenant, je sais ce qui me met en mouvement? Est-ce que je sais? Est-ce que je choisis que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que je veux me rencontrer? Est-ce que j'ai cette aspiration-là? Parce que dans le chemin du développement personnel, de la spiritualité, etc., on peut être mis en mouvement au départ par différentes choses. Et c'est tout à fait ok. Je veux dire, moi, ça me concerne aussi. Il y a des moments dans ma vie où j'ai eu différents problèmes, on va dire, à résoudre, différents aspects de ma vie qui me convenaient pas, et je cherchais des solutions pour tel ou tel aspect de ma vie que j'estimais ne pas être satisfaisant, et voilà. Et donc je cherchais des solutions à certains problèmes. Mais en parallèle de ça, il y a cette quête de se rencontrer soi-même. Il y a cette quête de se rencontrer, il y a cette quête de mais qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Et ça, c'est une quête qui est plus existentielle, et c'est à ça, je trouve, aussi que l'accueil de soi, ça répond, parce qu'en cas, on peut dire oui, ça permet de guérir des choses, donc je vais trouver des solutions à ma vie, je vais résoudre tel et tel problème. Ok, c'est important, et c'est évidemment précieux de vivre sa vie confortablement, de se sentir en harmonie dans différents domaines de sa vie, évidemment que c'est important. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a vraiment ce choix fondamental qui est de dire est-ce que je souhaite me rencontrer? Est-ce que je veux juste des solutions à mes problèmes ou est-ce que je souhaite me rencontrer? Et l'accueil de soi, c'est je me rencontre. Je me rencontre intimement, profondément, et j'apprends progressivement à aimer de plus en plus profondément et intimement ce que je ressens être là et ce que je ressens être faire partie de qui je suis, de ce que je suis. Et donc, est-ce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous avez envie de vous rencontrer? Et après, si vraiment vous faites ce choix-là pour vous, et que c'est ça que vous avez envie de mettre en priorité dans votre vie, ben, naturellement, vous allez trouver les moyens, vous allez trouver les solutions pour trouver de l'espace et vous donner cette disponibilité de plus en plus parce que ça va avoir du goût pour vous. Ça va, voilà, c'est quelque chose qui est unique et irremplaçable, c'est vous-même en fait. Donc à partir du moment où vous goûtez de mieux en mieux et que vous aimez de plus en plus qui vous êtes et que c'est tellement nourrissant pour vous d'être juste en présence de vous-même, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Rien. Donc c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de vous faire. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous sentez cet élan à vous accueillir et à vous rencontrer? Et si quand vous vous posez cette question à l'intérieur de vous, ça dit mais oui, oui, je veux me rencontrer, oui, je veux me donner cet espace, mais que vous sentez qu'il y a comme des résistances, des difficultés, des blocages, etc. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, que ce soit pour moi ou des personnes que j'accompagne, c'est je vais rencontrer ces blocages. Je vais rencontrer ces parties de moi ou de la personne qui sont pas ok pour se rencontrer, qui sont pas ok pour être accueillis. Et là, il y a un dialogue qui peut commencer. C'est un dialogue qui est pas forcément mental, hein, ça peut être un dialogue dans ok, où est-ce que ça se place dans mon corps, cet endroit qui a peur? Où est-ce que ça se place dans mon corps, là, cet endroit qui veut pas respirer, qui veut pas y aller? Et est-ce que je peux rencontrer d'abord cet espace-là qui veut pas, qui a peur? Parce que mes peurs, mes blocages, ce sont les gardiens en moi. Ils ont de bonnes raisons d'être là. C'est pas une logique de guerre, hein, c'est vraiment une logique de réconciliation et d'amour de soi. Donc si en moi il y a des peurs, si en moi il y a des blocages, si en moi il y a des résistances,
C'est ça qui a besoin d'être rencontré en premier, qui a besoin d'être ressenti dans le corps, avec la respiration, avec le plus de douceur, de délicatesse possible, de dire ok, quel est cet endroit en moi qui a peur? Et ça, je vais l'accueillir en premier. Et là, je vais tisser une relation d'amour, de confiance avec moi-même, avec d'abord ces parts-là. Et tout doucement, progressivement, je vais déverrouiller, détricoter les nœuds, défaire les nœuds, etc. Et peut-être après, je pourrais aller voir d'autres sujets qui, peut-être au départ mentalement, me semblaient prioritaires parce que c'est des trucs qui sont compliqués dans ma vie en ce moment. Mais peut-être que si j'y ai pas accès tout de suite, c'est qu'il y a des gardiens là à aller rencontrer et des peurs à aller accueillir et des choses à voir parce que le chemin, c'est pas la flèche, la ligne droite toujours. Hein. Il y a des contournements, il y a des virages et l'idée, c'est de vraiment suivre ce mouvement et sentir où est-ce que là le corps il m'amène, ah tiens ça va à tel endroit, ok, qu'est-ce qui se passe, et là j'ouvre, et là je respire, et là j'accueille, et je suis ça avec beaucoup d'humilité, d'amour et de délicatesse. Toujours ces mots qui reviennent, hein. La délicatesse pour moi c'est important dans l'approche et dans la manière de faire les choses. Et j'ai pas toujours été délicate avec moi-même, et c'est pour ça que j'ai bien vu à quel point finalement c'était important quand même. Et en fait, il n'y a pas de règle. Il y a un juste équilibre à trouver entre cet élan en moi de m'accueillir, de me rencontrer, d'y aller, etc. Et puis, ces peurs. Et là, comme je vous le disais, il y a des personnalités, des personnes qui vont foncer dans le tas et qui vont y aller et qui vont y aller comme ça très très rapidement. Et puis il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus de temps, de faire davantage de virages, etc. Et après, il y a à quel point je vais me donner du temps et à quel point je vais pas être dans l'évitement, dans l'esquive et finalement me donner toutes les bonnes raisons pour pas y aller et pour traîner des pieds. Et c'est là où la notion de choix, elle est importante. Est-ce que j'ai choisi? Est-ce que j'ai choisi que j'allais y aller et est-ce que je ressens que c'est juste pour moi? Parce qu'il y a ce mouvement là de la verticalité. Donc si j'ai choisi à un moment donné que c'est juste et que vraiment j'ai envie d'y aller, alors je me donne les moyens d'y aller. Alors j'irai plus ou moins vite, j'irai pas forcément en ligne droite, mais je sais que je vais y aller et je prends soin du fait que j'y vais et que je suis en chemin. Il y a comme une verticalité aussi à un moment donné avec soi-même, hein. C'est toujours l'équilibre yin-yang, l'accueil et en même temps la direction. Et donc est-ce que j'ai les moyens à un moment donné de dire ok, j'ai choisi, j'ai posé ma verticalité, et je vais le faire avec accueil et en douceur et en rondeur et en suivant les choses, etc. Mais j'y vais. Ou pas. Et c'est là, il y a ce choix et cette responsabilité et ce positionnement à aller poser. Voilà pour cette vidéo sur les difficultés à l'accueil de soi. Vous voyez, il y a pas mal de choses à dire et ça ouvre sur plein de possibilités, sur plein d'autres approfondissements et il y aurait tellement de choses à dire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces 4 étapes de guérison, de libération intérieure, je vous invite à aller télécharger l'e-book. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous mets le lien dans la description. Et je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos partages, de vos témoignages dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, j'espère que ces pistes de réflexion pourront vous inspirer et vous aider à trouver davantage d'espace pour prendre bien soin de vous et vous accueillir. En tout cas, je vous souhaite de belles explorations et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.